Pour ne pas perdre de temps lors de votre TP, je vous mets ici le corrigé du tableau. Vous retrouvez notamment les différents caractères sexuels rangés en primordiaux, primaires et secondaires. Primordiaux, les premiers qui se mettent en place, donc les glandes génitales ou gonades. Primaires, ceux qui se mettent en place ensuite. Secondaires, c'est-à-dire morphologiques, ceux qui se mettent en place au moment de la puberté. Au passage, les critères secondaires pour notre TD sur le Free-Martin, c'était par exemple le poitrail de mâle. Les notions de cette partie, la puberté, c'est la dernière étape de la mise en place des caractères sexuels. J'ai ajouté à cette notion, vous pouvez l'écrire en rouge également, qu'il y a acquisition de la fonctionnalité des appareils génitaux et des caractères sexuels secondaires, cette fois sous le contrôle des hormones sexuelles, que ce soit chez le mâle ou chez la femelle. C'est la première fois que les hormones féminines agissent. Une dernière notion pour conclure ce chapitre qui a posé beaucoup de soucis dans les médias. On parle de théorie du genre. L'idée ici est de dire qu'un homme ou une femme, c'est déjà un homme ou une femme dès la fécondation, puisqu'il y a les chromosomes XX ou XY, mais que chacun va devenir, suivant les stéréotypes et l'identité que définit son sexe, donc un homme ou une femme. Par contre, il pourra choisir le partenaire de sa convenance. Ça fait partie de la sphère privée. Je change de diaporama pour le chapitre. Alors, le chapitre 2, tout un programme, sexualité, procréation et plaisir. On va se demander dans un premier temps comment fonctionnent les appareils génitaux pubères, donc après les 4 étapes que nous avons vues précédemment, et tout d'abord comment sont produits les gamètes. Vous devez montrer donc dans le TP3 que chez l'homme, il y a une production massive et continue. Alors ça, c'est quelque chose que je conseillais il y a 2-3 ans, si mes souvenirs sont bons. On arrive à ce qui nous intéresse, une production massive et continue. Vous avez ici un testicule qu'on a ouvert. Vous voyez la membrane qui entoure, qui est fine. On l'a découpée et donc on laisse apparaître les tubes séminifères qui sont extrêmement nombreux, environ 500 tubes séminifères par testicule. Vous avez observé des testicules cryptorchides qui ne sont pas descendus dans les bourses à temps et qui donc ont des soucis. Alors ces soucis, vous avez pu faire la comparaison et voir que l'on observe très bien les flagelles des spermatozoïdes ici dans la lumière de ce tube séminifère d'individu normal, alors qu'ici, il n'y a rien. Donc pas de spermatozoïdes fabriqués. Et on remarque également que la paroi est beaucoup moins épaisse. On a 1, 2, 3 épaisseurs de cellules, alors qu'on peut en compter 1, 2, 3, 4, 5, voire 6 ou même 7 dans un testicule normal. Par contre, au niveau hormones, tout va bien pour un individu cryptorchide. On a ici un vaisseau sanguin et des cellules autour qu'on appelle des cellules de Leydig qui produisent la testostérone. Et bien de la même façon, on a des vaisseaux sanguins et des cellules autour pour un individu atteint de cryptorchidie. On retrouve ici la représentation générale avec les cellules interstitielles entre les tubes séminifères. Pour moi, la représentation ici n'est pas des plus judicieuses pour repérer un tube séminifère. À plus fort grossissement, on voit dans la paroi du tube une spermatogonie, c'est-à-dire une cellule souche. On voit des cellules en cours de division, on voit les chromosomes qui les composent, on voit des spermatides donc, qui ont terminé leur division et qui vont se transformer morphologiquement pour avoir une fine tête et un flagelle, et ces flagelles se retrouvent tous dans la lumière du tube. Ce schéma nous montre mieux les différents composants, les spermatozoïdes qui ont leur tête comme incrustée dans les cellules de Sertoli, qui sont donc des cellules qui sont nourricières, mais aussi, je vous rappelle, des cellules productrices d'AMH, mais ceci beaucoup plus tôt que lorsque les spermatozoïdes sont fonctionnels, c'est-à-dire après la puberté. On est ici au niveau de la lumière du tube séminifère.
Dans la paroi, on a des cellules souches vers l'extérieur, puis des cellules en cours de division, puis d'autres cellules jusqu'aux spermatozoïdes. Dans le tissu interstitiel, on a des vaisseaux sanguins entourés de cellules qui sont les cellules de Leydig. La notion donc, et l'idée importante, c'est une production continue de spermatozoïdes. On sera amené dans la vidéo suivante à expliquer pourquoi une production continue. Chez la femme maintenant, on va montrer que la production est cyclique. Quand on regarde une coupe d'ovaire, on ne voit pas un ovocyte tout près ou un certain nombre d'ovocytes tout près, mais on voit différents stades de maturation de ce qu'on appelle des follicules, c'est-à-dire des structures qui entourent l'ovocyte. Alors ici, on a des follicules primaires ou primordiaux. Ici, on a des follicules tertiaires puisqu'ils ont des cavités beaucoup plus blanches qui les composent. Celui-ci est presque mûr. Celui-ci semble ne pas avoir de noyau, mais c'est tout simplement la coupe qui ne passe pas par ce noyau. Cette même coupe avec des annotations, donc des follicules à différents stades, des vaisseaux sanguins pour les hormones ovariennes et les distribuer à l'organisme. Ici, une comparaison de deux stades. Si on regarde une coupe d'ovaire en phase folliculaire, on peut tracer un axe, alors vous ne le voyez pas, il est en dessous de la vidéo, qui commence au jour 1, je vous conseille de le tracer aussi dans votre cours, qui se termine au jour 28, donc ça c'est un cycle de durée normale, et au jour 14, nous avons l'ovulation. La phase folliculaire correspond à la maturation des follicules tertiaires, encore appelés cavitaires, en follicules mûrs. Par contre, la phase lutéale correspond à l'évolution du corps jaune. On a ici un corps jaune, alors c'est parce qu'il se charge de pigments jaunes, mais ici on a mis un colorant rose sur la coupe, c'est pour ça que cette couleur jaune est cachée. Donc l'évolution normale de ce corps jaune est de régresser s'il n'y a pas grossesse. Vous ne voyez pas à la fin, écoutez bien et notez-le bien sûr dans votre cours. La même chose sous forme schématique. Donc avant le début de cycle, on a une dizaine de follicules primaires qui commencent 2 mois avant le début d'un cycle leur développement, c'est-à-dire qu'ils passent du stade primaire au stade secondaire. Au stade primaire, ils sont entourés d'une couche de cellules folliculaires. Au stade secondaire, ils sont entourés de plusieurs couches et on ne distingue plus que les noyaux de ces cellules folliculaires, formant ce qu'on appelle la granulosa. Au début du cycle, on a des follicules avec des petites cavités, donc ce sont des follicules cavitaires. À partir du moment où il y a une cavité, on les appelle follicules tertiaires. Ces cavités vont se réunir en une seule, qui va devenir de plus en plus grande et occuper beaucoup d'espace dans le follicule, jusqu'à ce qu'il soit follicule mûr, encore appelé follicule de De Graaf, mais ce n'est pas la peine de retenir ce nom, qui alors expulse son ovocyte, c'est ce qu'on appelle l'ovulation. Une fois cet ovocyte expulsé, ce follicule se ratatine sur lui-même, se charge de ce pigment jaune et forme ce qu'on appelle un corps jaune. Ce corps jaune va régresser jusqu'à la fin du cycle où il va disparaître. Ceci va nous amener à nous poser la question pour la suite, comment expliquer cette production qui est maintenant cyclique. La notion, le cycle ovarien, est marquée par l'évolution cyclique des follicules ovariens. Est-ce la seule évolution cyclique chez la femme? Eh bien non. En parallèle à cette évolution cyclique des follicules ovariens que l'on a ici, on a une sécrétion également cyclique des œstrogènes représentés ici. Pourquoi une augmentation du taux d'œstrogène? Tout simplement parce que ce sont les cellules folliculaires qui produisent l'œstrogène et qui sont de plus en plus nombreuses. Donc comme elles sont de plus en plus nombreuses, elles produisent de plus en plus d'œstrogène, jusque quelques jours avant l'ovulation. Pour la progestérone, le taux est nul, contrairement à ce qui est représenté sur ce graphique,
nul jusqu'à l'ovulation, puisque c'est le corps jaune qui produit la progestérone. Donc tant qu'il n'existe pas, il ne peut pas produire de progestérone. Donc une erreur sur ce graphique de votre livre, de la page 223. La production de progestérone commence ici et augmente de manière importante jusqu'au milieu de la phase folliculaire, vers le 21e jour, pour diminuer et redevenir nulle au moment où les règles vont se déclencher. Ce corps jaune produit également des œstrogènes, donc explication de la même augmentation. Quand je dis la même augmentation, attention, les échelles ne sont pas les mêmes. On a des picogrammes là, des nanogrammes de l'autre côté. Donc cette sécrétion également cyclique des œstrogènes et de la progestérone a pour conséquence un nouveau changement cyclique, c'est le fonctionnement cyclique des organes cibles des hormones. Il y a les seins, mais surtout l'utérus. Alors on est ici en début de cycle au moment des règles. Les règles, c'est la destruction de la muqueuse utérine qui n'a pas servi à accueillir un fœtus, enfin un embryon tout d'abord. Donc c'est du sang mais chargé de cellules, c'est pour ça que c'est un sang épais et pas du sang liquide comme lorsque l'on se coupe. Cette muqueuse va se reconstituer progressivement pour l'accueil d'un futur embryon, mais s'il n'y a pas eu de fécondation, eh bien on a un nouveau cycle puisque de nouvelles règles éliminent cette muqueuse. Donc évolution cyclique également. On voit ici l'épaisseur de la muqueuse en début de cycle, l'épaisseur de la muqueuse au 23e jour, au moment où il y a des forts replis intéressants puisque l'embryon va s'implanter dans cette muqueuse et ne plus devoir en sortir pendant les 9 mois qui suivent. Donc cette coordination aboutit à réunir les conditions optimales d'une fécondation et d'une nidation ici, au niveau de l'utérus. On va se demander dans la vidéo suivante comment la production de spermatozoïdes est-elle maintenue constante et comment le fonctionnement ovarien peut-il être cyclique. Merci de votre attention.